sorcellerie de l'écrivain. On se retrouve pour une petite vidéo qui sera un petit peu en retard parce que je suis en plein dans les lectures. Et ça fait un moment que j'avais envie de lire des livres sur les relations entre les artistes et leurs muses. Donc là, on est plus du côté des artistes masculins et des muses féminines, sauf dans un cas. Et on est plutôt du côté de la peinture, sauf dans un cas. Et je vais juste vous présenter les livres. Donc j'ai lu La jeune femme à la rose de Jean Joubert aux éditions de l'École des loisirs. Je suis en train de lire Je suis Jeanne et Buterne de Olivier Elkaïm chez Point. Je vais lire La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier chez Folio. Là on est chez Vermeer et juste avant c'était Modigliani et Jeanne et Buterne. Je vais lire La muse ténébreuse de Charles Baudelaire de Raphaël Confiant chez Folio. Et Rien n'est noir de Claire Berest au livre de poche. Donc là, on est du côté de Frida Kahlo. Et je vous assure que je me régale. Vraiment, et je pense que je vais me régaler. Alors, je pense que c'est une thématique qui m'intéressait parce que j'ai une espèce de fascination, comme beaucoup sûrement, sur les créatifs, les artistes de manière générale. Et leur rapport à la création, leur rapport aussi, leurs amours. C'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps et j'avais déjà lu, j'ai un Pierre Bellemare qui s'appelle les génies, les femmes et la mort, il me semble bien. Je ne sais pas où il est, hein, c'est dans ma bibliothèque comme d'habitude, mais c'est vraiment une thématique qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'on peut avoir en tête en fait des tropes ou des a priori ou des préjugés, hein, même carrément, sur des artistes qui mènent une vie dissolue, qui sont pas forcément des gens très fréquentables, qui sont des gens égoïstes ou des choses comme ça, qui mènent un peu la vie dure à leur entourage. Et j'ai cette fascination en fait pour cette thématique parce que moi même si je vais pas si souvent que ça dans les musées, je vous avouerai, j'ai des peintres que j'aime beaucoup, plutôt 18, 19e, 20e siècle. Je connais moins ce qui se fait de manière contemporaine. Et je suis toujours fascinée en fait par les processus de création de ces artistes-là. Et je suis toujours fascinée aussi par la manière dont ces créations, ces peintures peuvent m'inspirer moi. Mais c'est pareil pour la musique, je vous avouerai. Au niveau de l'écriture, je peux tout à fait avoir une idée de démarrage à partir d'un tableau, d'un portrait, d'un paysage, d'une scène ou d'une chanson. Ça peut être le cas aussi pour les sculptures. Moins, je pense, pour autre chose. Après, évidemment, aussi pour tout ce qui est livres, séries télé, films, peut-être BD également. Moi, je pense au Peter Pan de Pierre Loisel. C'est Pierre? C'est Loisel. Il n'a pas de prénom sur la tranche des BD. Mais en fait, tout ça, c'est des choses qui vont m'inspirer. Pas forcément dans le côté très biographique en fait des œuvres, enfin le côté très biographique des peintres, mais le résultat, donc l'œuvre, et le chemin pour arriver à cette œuvre, enfin moi ça m'a toujours fascinée. Et je sais pas, j'aime bien, enfin c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, ce qui m'a relancée en fait dans cette envie de lire ces bouquins-là, parce que les 4 derniers livres que je vous ai montrés, je les ai depuis un moment, ou probablement un an ou deux, parce que ils font partie des book hauls que j'ai filmés de manière un peu frénétique quand je les ai achetés. Et en fait, ma dernière trouvaille, c'est celui-là, La jeune femme à la rose de Jean Joubert. Et là, on est sur du fictif total. On est sur un roman avec des personnages, et pas du tout des personnages réels, il ne me semble pas. Par contre, le tableau, là, on est sur un extrait de La roue de la fortune. Je ne sais pas comment on dit quand c'est un bout de tableau. Donc c'est La roue de la fortune de Sir Edward Burne-Jones. Je vous conseille très fort de regarder ce qu'il a fait, ce monsieur-là. Je vais vous le mettre en barre d'informations. C'est un peintre qui est classique, donc si vous avez besoin d'illustrations, à vérifier
mais je pense que c'est libre de droit et libre d'utilisation surtout, donc si vous voulez faire des couvertures, je pense que c'est un peu open bar. À vérifier, je ne suis pas juriste. Euh, donc ce livre-là, il est quand même très court. On est chez l'École des loisirs, il fait 137 pages. C'est des chapitres qui sont très courts, donc des fois des chapitres très courts qui vont finir comme ça. Je ne sais plus si ça s'appelle des veuves ou des orphelines quand il y a une ligne. En fait, quand il y a deux, trois lignes qui finissent un chapitre, c'est soit les veuves ou les orphelines, et c'est la même chose pour les deux, trois lignes qui commencent un chapitre. Genre, s'il y a une illustration, ça c'est des choses qu'en termes de composition, donc le compositeur en maison d'édition, il essaye de chasser ce genre de choses. Mais je pense que si on avait chassé ce genre de choses, le bouquin il est vraiment très court et c'est écrit gros. On est sur du livre jeunesse. Là, c'est une histoire qui est entre... On démarre sur quelque chose de très réaliste. On suit un peintre de 21 ans, Ugo Dolfi, donc peintre fictif, qui vit, il me semble bien, en Italie. Je dis ça, je suis pas persuadée. Et ce peintre-là, en fait, il va tomber éperdument amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Nadéja, qui va devenir sa modèle et qui va devenir sa maîtresse, son amante. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Ça se passe de nos jours, hein, donc je pense que ça se passe au début des années 2000. On est sur une histoire donc destinée à la jeunesse. Donc c'est un peu peut-être pas survolé, mais on va dire c'est nommé qu'ils sont en couple, qu'ils s'aiment très fort, qu'ils s'embrassent, des choses comme ça. C'est lisible très clairement à partir du collège, je pense. Enfin, il y a rien il y a rien de choquant, rien de tout ça. Et pas de bol, au tout début de l'histoire, Nadéja subit un accident de voiture. Sa voiture tombe d'une falaise, elle aussi. Et je crois bien que son corps n'est pas retrouvé parce qu'elle tombe dans un ravin, il y a une rivière qui passe. Et je vous dis que je crois bien parce qu'en fait, j'ai beaucoup picoré ce livre-là avant de finir par le manger il y a quelques jours. Ce qui fait que le tout début, j'ai oublié un petit peu et il n'y a qu'un post-it parce que je ne retrouvais plus mes post-it et que j'avais un peu la flemme de les chercher. Mais c'est une langue qui est très jolie, très beau style. Je vous en lirai un petit bout quelque part. J'arrête de l'agiter et je vous dis de quoi ça cause. Donc Ugo Dolfi, à la suite de la mort de Nadéja, il est effondré et il devient obsédé en fait par le fait de la peindre. Mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, il essaye de retrouver les traits de son visage, de retrouver des postures qui étaient caractéristiques, de ne pas l'oublier en fait. Et il est dans cette espèce de quête un peu insensée de retrouver une espèce de matérialité de cette jeune femme qu'il a tant aimée. Et un jour, et là c'est un trope en fait que j'ai déjà utilisé dans une nouvelle, qui s'appelle, je crois, Derrière le tableau, que j'ai écrit quand j'étais ado, donc ça remonte à très longtemps, au siècle dernier. Et un jour, donc, ça va faire un petit peu comme dans le film Au-delà de nos rêves, il me semble, avec Robin Williams, vieux film, très beau. Alors, je pense que les effets spéciaux sont un petit peu tout pétés maintenant, mais parce que ça date. Mais Ugo Dolfi traverse le tableau et il finit en fait dans son... c'est comme s'il traversait une toile, enfin il traverse littéralement la toile et il finit dans le paysage qu'il avait peint et il va chercher en fait Nadéja. Et le truc qui est assez génial, je trouve, dans ce bouquin-là, c'est qu'on passe quelque part d'une réalité, quelque chose de réel et de concret que boum, ben, ta femme elle est morte, c'est comme ça, fait avec, on passe dans un royaume presque merveilleux, un royaume de contes, où il va être dans la forêt. Il se demande pas tant que ça, c'est quand même vachement bizarre, j'ai traversé un tableau, j'étais dans mon atelier tout à l'heure et là je suis dans la forêt. Il se pose pas tant que ça de questions. Ça peut faire penser un petit peu à des personnages de Neil Gaiman qui subissent comme ça des phénomènes magiques
comme Shadow Moon qui découvre des dieux, comme Richard Mayhew je crois que c'est Mayhew, dans Neverwhere qui bascule dans le Londres d'en bas, donc dans un autre monde, un autre Londres. Et donc là, Hugo Dolphy, il bascule, je pense, dans son propre monde, dans le monde qu'il a créé. C'est comme ça que je l'interprète. Il va rencontrer un bûcheron qui est pas très causant, il va arriver dans un manoir où tout le monde, tous les personnages qu'il croise, en fait, sont des personnages qu'on peut croiser dans les contes. Donc on avait le bûcheron, on a le châtelain, en fait, qui tient le manoir, on a la femme du châtelain qui a un don de double vue mais qui est muette, on a une femme qui joue du piano, on a un professeur. Tous ces gens-là semblent savoir, je dirais, presque trop de choses au sujet d'Hugo Dolphy. Et c'est comme si l'arrivée d'Hugo Dolphy était attendue, ce qui est juste pas possible en fait. Et donc on a ce peintre qui paumé, qui se pose pas plus de questions que ça, hein, mais il est perdu, un petit peu stressé, mais pas trop. Il se laisse vivre, on va dire. Il se pose quelques questions, mais pas plus que ça. Parce que je pense qu'en fait, que si c'était vraiment poser des questions et que... enfin, on arrivait dans une abîme d'incompréhension. Donc, un abîme, une abîme, je sais plus. Enfin, il s'est abîmé dans l'incompréhension. et c'est super, super chouette. Je vais pas vous dire... J'ai pas envie de vous dévoiler la fin. Hugo Dolphy va trouver quelque chose et en fait disparaître au niveau du monde dont il venait. Et ce qui est assez étrange, c'est que les quelques derniers chapitres ne concernent presque plus Hugo Dolphy et Nadéja, mais un homme qui étudie aussi au niveau des beaux-arts, qui est tombé sur les peintures de Hugo Dolphy, qui est complètement fasciné par lui. Et là, on retourne encore sur l'obsession. Et ce personnage-là, il veut comprendre ce qui est arrivé, parce qu'en fait, c'est juste un homme qui s'est volatilisé. Hugo Dolphy s'est volatilisé. Nadéja est morte, Hugo Dolphy s'est volatilisé. Et lui, il a envie de comprendre ce qui s'est passé, comprendre l'incompréhensible. Et bien peut-être que cette quête aussi va mener à autre chose. Alors je trouve que dans ce bouquin-là, il y avait une inspiration aussi du mythe d'Orphée et Eurydice. Pour ceux qui s'en souviennent plus, Orphée c'était un musicien qui chantait, qui jouait de la lyre. Eurydice, je ne sais plus exactement qui c'est, mais Eurydice est morte, donc elle est partie dans l'Hadès, le monde des morts. Orphée, parce que c'est le plus merveilleux musicien qui existe, il a le droit d'aller la chercher jusque dans les enfers, de la ramener, sauf que sur le chemin du retour des enfers jusqu'à la terre, il n'a pas le droit de se retourner. Et sauf que Eurydice trébuche, il se retourne et elle repart dans l'Hadès. On a un petit truc comme ça, un peu comme ça. J'en dis pas plus. Mais on a une très belle plume. Jean Joubert, c'est un auteur qui est décédé, qui a écrit un peu de romans pour adultes, un peu de nouvelles pour les adultes, mais qui a écrit surtout beaucoup pour la jeunesse. Et j'ai vraiment envie de voir ce qu'il a fait d'autre. Et je pense que vraiment aussi, l'École des loisirs, c'est super quali au niveau de leur édition. Alors, c'était quoi ce petit truc que j'avais noté? Alors, un peu dans l'idée de... Je vais juste vous citer deux lignes de dialogue. Je ne vous dis pas de qui ça cause. Gardez en tête Orphée et Eurydice. Pourtant, elle lui sourit avec tendresse et d'une voix sourde, encore lointaine. « Je t'en supplie, n'approche pas, dit-elle. Ne me touche pas, ne me parle pas. Vite, partons, va devant, je te suivrai, je t'aime. » Puis elle se tait. De toute évidence, elle n'en dira pas plus. Eh bien, j'en dirai pas plus non plus. Donc, franchement, très belle découverte. On est avant ce qui s'est passé. Il marche dans son rêve sur une route enneigée qui traverse une plaine que l'on dirait sans fin. Le paysage est désert. La route où personne, semble-t-il, n'est passé depuis longtemps, se confondrait avec le vaste champ de neige si l'on avait planté, çà et là, sur le bord, des perches au sommet desquelles pendent de longues touffes brunes que le vent agite.
Et lorsqu'il s'en approche, enfoncé maintenant jusqu'à mi-cuisse, il s'aperçoit que ce sont des chevelures de femmes. De jeunes mortes, se dit-il avec un sanglot, dont il ne reste que ces espèces d'oriflammes qui, jusqu'à l'infini, marquent le chemin. On n'est pas forcément sur ce niveau de glauque tout du long. Là, on est sur... j'ai pas fait exprès de choisir cet extrait-là en particulier, mais on est sur un truc un peu inquiétant. Vraiment, paysage de conte, truc étrange, quoi. Pensez un peu Neverwhere, pensez un peu American Gods. Je sais pas du tout si c'était les inspirations de Jean Joubert. C'est un bouquin qui date de 2005. Franchement, très belle découverte. Et jusqu'à présent, là, pour Je suis Jeanne Buterne, j'ai lu une petite moitié. Je suis en train de truffer le truc de post-it, parce que je les ai retrouvés. Et on va s'en dire plus, je pense, ce soir. Allez, salut! Salut! J'ai fini de lire Je suis Jeanne Buterne d'Olivia El-Kaïm. On est chez Point. Donc c'est un livre que j'avais eu d'occasion, je ne sais plus où exactement. C'est une histoire c'est une histoire qui a lieu entre 1916 et 1919 à peu près. On court, ouais, peut-être un petit, oui, on court un peu après la fin de la guerre, 1920. C'est l'histoire d'amour entre Amedeo Modigliani, le peintre, et Jeanne Buterne, qui est également peintre, mais qui va devenir son modèle, un de ses modèles, et surtout sa compagne. C'est une histoire où il y a un écart d'âge parce que elle doit avoir 18-19 ans, un truc comme ça au début. Lui, il en a 35. C'est un gars qui est... on est à fond dans un peu le Montmartre, si je me trompe pas de quartier, parce que je connais pas Paris, le Montmartre des peintres. On est surtout pendant la guerre. Et il y a un côté assez décadent avec des peintres qui sont à peu près tous pauvres, qui se fréquentent les uns les autres. Modigliani, c'est pas celui qui est le plus sage d'entre eux, comme dirait ma grand-mère. Enfin, dans le sens où c'est quelqu'un qui fait beaucoup la fête, qui picole pas mal, etc. Il n'y a pas que ça, hein. Et Modigliani, c'est un homme qui voulait s'enrôler pour la Seconde Guerre mondiale, pour la Première Guerre mondiale. Mais pour des raisons de santé, il a été refusé parce qu'en fait, il était malade au niveau des poumons. Mais malade, hein. C'est vraiment le malade chronique qui va pas survivre à ça. Et surtout que c'est un homme qui vit de beaucoup d'excès. Il mange pas, il picole, enfin, il tient à peine debout, en gros. Et bref... D'un côté, il y a deux faces, je trouve, dans ce roman et dans cette relation amoureuse. Il y a un côté vraiment très lumineux, très, très lune de miel au tout début, où Jeanne Buterne, elle est définie comme une bourgeoise par Modigliani et ses comparses, alors qu'en fait, disons qu'elle a une famille bien rangée. Et elle est un petit peu en décalage dans cette famille bien rangée. Modigliani, lui, dès qu'il récupère quelques sous, il va faire la fête, il va picoler, il va coucher avec des femmes, etc. Il mène grand train pendant 2-3 jours le temps de tout cramer et après il crève la dalle. Il crève littéralement la dalle, hein. Il y a vraiment des moments où... Modigliani et Jeanne ont faim, mais faim à être malade et enfin à être plié en deux de crampes. J'ai adoré le style de Olivia El-Kaïm, que je ne connaissais pas. Ah, la citation, elle est top. Nous nous appartenions parfois. Je voulais être lui, il voulait être moi. C'était une illusion. Lui le savait. Et le truc qui est assez fascinant pour Modigliani, c'est que, bon, des fois je dis Modigliani à la française, des fois je dis Modigliani à l'italienne. Mais le truc qui est assez fascinant avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment des convictions au niveau de l'art et qui rejette totalement l'académisme. C'est un artiste dont on reconnaît la patte. J'ai truffé j'ai mis pas mal de post-it, surtout sur la première moitié. Parce que je vous ai dit, il y a une partie lune de miel et après il y a l'autre partie. Parce que autant je pense qu'on est... Du côté de Jeanne Buterne, on est sur une jeune femme
qui a un côté un peu mélancolique, hashtag dépressif qu'on dirait de nos jours. Et Modigliani, il est comme ça. Jeanne Hébuterne se qualifie d'asthénique, donc je crois qu'on est vraiment sur le côté dépressif. Modigliani, on ne sait pas exactement. On sait qu'il y avait qu'il y avait des maladies physiques pulmonaires qui le défonçaient en fait, il était vraiment très mal, hein. Il en est mort. Sur sa fiche Wikipédia, il y a des soupçons de schizophrénie, mais il y avait pas de diagnostic parce que on est tout début du siècle dernier, donc déjà qu'il voulait pas voir le médecin. Je vais vous lire des citations qui viennent surtout de la période de lune de miel, parce que je vous raconterai après pourquoi je déconseille cette lecture aux gens qui vont pas bien ces temps-ci, parce que ça finit pas bien du tout. Hébuterne, Hébuterne, Amedeo Modigliani psalmodie mon nom. Il le prononce en roulant le R, en l'avalant dans le N presque final. Je hoche la tête. Allez, ne pas faire d'histoire. Lentement, je désenroule la tresse de son bras et déplie mon corps. Tu n'attends pas la permission de tes parents. 3 rue Joseph Barra, c'est un ordre. Il lance son écharpe autour de mon cou. Donnez. Il saisit ma main droite. Adieu, mademoiselle Hébuterne. Je t'épouserai sans te demander ton avis. Les passants, les clients du café font des commentaires à voix basse. À quoi ça servirait de te demander ton avis? On ne refuse rien à Maudit. Vous voyez, on est quand même sur une relation qui est assez... Au début, elle est super fascinée par lui. Ils tombent l'un de l'autre éperdument amoureux. On est quand même sur une relation de dépendance affective. Ça finit pas bien. Là, on est exclusivement du point de vue aussi de Jeanne Hébuterne. On a parfois quelques lettres aussi d'André, son frère. Elle était très proche d'André. L'écriture ne m'apporte aucun réconfort. Depuis le jour où Amédéo m'a kidnappée sur le boulevard Saint-Michel, je n'ai ouvert ce carnet qu'une seule fois. Que m'arrive-t-il? Je me suis laissée enlever dans ce quartier si proche de chez mes parents, où nous aurions pu croiser Mamounette ou l'une de ses connaissances de la paroisse, traînant un chariot de course vide, me dévisageant. En rentrant, elle aurait dit à son mari: « Depuis que la gamine Hébuterne fréquente cette école de peinture à Montparnasse, elle est perdue, complètement perdue. » Bon, on n'est pas à Montmartre, je me suis trompée de quartier, on est à Montparnasse. Ah, Maudit qui va faire quelques vagues. Ce matin, une carte postale. Mamounette y jette un œil. L'écriture n'étant pas celle ronde et appliquée de son aîné, elle me l'attend sans même la lire. Tout ce qui compte pour elle, ce sont les nouvelles de son André chéri, qui est à la guerre. Depuis le début de la guerre, je n'existe plus. Injonction non dite à disparaître encore plus qu'avant, à me fondre dans le quotidien silencieux, tranquille, enfermé dans ma chambre, rue Amiot. Travailler, ne pas errer dans les rues après le couvre-feu. Maman ne veut pas d'histoire, aucun bruit de voisinage, comme en provoquent les jeunes filles de la paroisse qui du jour au lendemain apparaissent au bras d'un soldat en permission, pas même fiancé. Une honte pour leur famille. La carte présente une vue de la tour Eiffel en construction, le genre de photographie qu'envoient les touristes dans leur pays pour dire exaltés et fiers. J'y étais. À Paris. Bon jouir, monstre. Rejoins-nous, moi et ma troupe de détraqués, au carnaval du bal Bullier, AM, PS, mercredi 22h. Bon jouir. Il ne dit pas bonjour, il dit bon jouir. Vous voyez, il y a le côté très irrévérencieux, très la haine des bourgeois, etc. Enfin, pourtant, je pense qu'il est plus ou moins de ce milieu-là. Mais il manque, là c'est Amédéo qui parle à Jeanne. Mais il manque ce soir le plus grand poète de tous les temps, Apollinaire. Il ronfle au Val-de-Grâce. Il nous reçoit dans sa chambre en uniforme, toujours aussi engagé pour notre patrie, prêt à repartir demain, se faire griller au champ d'honneur. Moi, je vois bien qu'il cloche depuis qu'il a été trépané. Je l'aime et il cloche, et je t'aime toi aussi. Il enserre ma nuque entre ses doigts. Mais est-ce que tu cloches, petite fille? Tu dois bien clocher à un endroit de ton cerveau pour que mon cœur tire à ce point. Ma main agrippe la ceinture de sa gabardine. Bois Hébuterne, c'est un ordre. Il y a une relation quand même d'ascendance et une jeune fille qui se fait totalement enfermer là-dedans. Jeanne voit un des portraits qu'Amédéo Modigliani a fait d'elle
un port de tête incliné, mes cheveux cuivrés en cascade sur la poitrine. Je trouve de la grâce dans ce corps auréolé d'une lumière dorée, tel que je ne l'ai jamais vu auparavant. Je me découvre sous la main d'Amedeo Modigliani. Mon regard le désire, ma bouche pourpre appelle la sienne. Je suis une femme aux yeux azur. Je suis une femme. Je tourne la tête à droite, à gauche, je pivote. Je suis là, et là, et là. Comme dans une pièce où de multiples miroirs renverraient mon image à l'infini. Donc on a aussi une jeune fille, en fait, une jeune femme qui a toujours été un peu encombrée de son corps. Comme si elle était maladroite. Je sais pas si c'est réel ou pas, mais dans le roman, quand Jeanne rencontre Amedeo, elle s'est vautrée dans les escaliers, à la fameuse académie de peinture qu'ils fréquentent tous les deux. Et du coup, il la ramasse et puis il la dragouille plus ou moins, je sais plus exactement comment c'était, mais c'était vraiment la rencontre accidentelle et l'idée d'Amedeo qui reste dans sa tête. Et sous l'œil d'Amedeo, elle va se trouver belle, quelque part. Vous voyez, on est toujours dans la relation de dépendance. Tu devrais t'asseoir, Jeanne, tu es blafarde. Mon corps se dérobe, mon âme vagabonde, entièrement aspirée pour n'exister qu'immobile et figée sur les tableaux de Modigliani. Où est Amedeo parviens-je à demander. Mais je connais la réponse. Personne ne sait jamais où il se trouve. Il donne des rendez-vous, ne vient pas ou arrive des heures en retard. Si je le trouve, je le suis. Et lentement, dans ce mouvement qui consiste à l'attendre ou à me promener dans son ombre, je m'effrite. Je ne sais plus qui je suis. Il me semble bien que elle devait discuter avec une femme là, parce qu'il y a d'autres femmes. Amedeo Modigliani, c'est pas le mec qui est. Il est pas fidèle. C'est pas quelqu'un qui a une vie rangée du tout. Il est pas là-dedans. Donc là, ça commence un petit peu à craindre. On arrive à la moitié du roman. Depuis que j'habite rue de la Grande Chaumière, j'ai esquissé quelques petites toiles. Notre cour, une vue des toits, de notre vis-à-vis, une fenêtre ouverte sur un lit défait. Une lumière ferrugineuse en émane des couleurs glaciales, à l'opposé de celle ardente qui signe le travail d'Amedeo. Je les lui ai cachées par peur de son regard critique, d'un seul mot qui pourrait anéantir chez moi tout désir de peindre. Brûle tout, ça ne vaut rien. Et il ferait un grand feu dans la cour, autodafé de mes maigres œuvres et des siennes, celles qu'il estime imparfaites et qu'il veut soustraire au regard marchand de Zborowski, le marchand d'art. Mais cela fait des semaines maintenant que je ne travaille plus. Je paresse des heures entières sur notre sommier, la fringale tiraillant mes tripes, m'empêchant de penser. Alors, un soir d'automne gelé, je retourne rue Amiot. J'ai faim. Elle retourne chez ses parents parce qu'elle a la dalle. Ça fait des mois, elle a fugué. Elle était partie en vacances avec ses parents en Bretagne, du côté de Quimperlé, il me semble bien. Et en fait, elle leur a piqué de l'argent et elle a sauté dans un train. Je sais même plus si elle avait laissé un mot. Donc les parents sont évidemment effondrés. Ils savent pas où aller, etc. Elle n'est pas très loin de chez eux. Mais le truc qui est assez intéressant, c'est comment elle va être ambivalente avec ses parents. Parce que, en gros, ce mode de vie un peu bourgeois, Amedeo enfin, bourgeois, parce que rangé, parce qu'ils vont à la messe, parce que c'est quand même bien pour une jeune femme de penser au mariage et compagnie. Pas de bol, elle va tomber enceinte 2 fois en n'étant pas mariée. Et quelque part, en fait, tout le tragique de cette histoire, c'est le fait que Amedeo Modigliani vit dans une telle... il vit trop fort, en fait. Il vit trop fort, alors qu'il ne peut pas vivre petit. Il faut qu'il vive grand, il faut qu'il braille, il faut qu'il fasse la fête, etc. Et il a brûlé vraiment sa vie. Parce que peut-être que s'il avait été un peu plus prudent, il aurait pu prolonger. Sachant qu'il était malade des poumons, comme je le disais, que il allait pas vivre vieux. Ce qui est le cas, qui ne vit pas vieux. Donc ça finit très mal. Je vous mets une petite balise de spoiler parce que là je vais vous dire comment ça finit et pourquoi il ne faut pas lire ce livre-là si ça va pas. Attention, top départ. Donc Modigliani va finir par mourir en fait d'une pleurésie ou quelque chose comme ça, quelque chose au niveau des poumons. Et Jeanne Hébuterne va retourner chez ses parents et en fait le lendemain, enfin dans la nuit, elle se jette par la fenêtre. Et les parents, en fait, la famille est tellement effondrée parce qu'ils venaient juste de la récupérer que y a la fille aînée qui
qui en nourrissent loin dans le Loiret ou je sais plus où. Jeanne Hébuterne est enceinte quasiment à accoucher. Et en fait, elle peut tellement pas vivre sans la présence d'Amedeo Modigliani qu'elle se jette par la fenêtre du 5e étage. Et il y a un truc assez hallucinant, ça vous pouvez le trouver aussi sur la fiche Wikipédia de Jeanne Hébuterne, c'est que un ouvrier en fait ramasse son corps. Il doit faire tous les étages en fait pour trouver d'où elle vient, ou peut-être qu'il l'a vu tomber, je sais pas. C'est André qui est revenu de la guerre parce que donc ils meurent tous les deux en 1920, Jeanne et Amedeo. André qui dit que cette femme-là n'habite pas là et de la ramener chez Amedeo. Chez Amedeo, c'est le logeur qui dit non, 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 c'était pas elle la locataire, elle rentre pas. Au final, il y a le mec qui se trimballe le corps de Jeanne Hébuterne pendant quelques heures, le temps de trouver une solution sur qu'est-ce qu'on en fait. Et le truc qui est super dur à la fin, c'est que Amedeo Modigliani, il est un petit peu enterré avec un peu tout le gratin de Montparnasse. Il y a Max Jacob, il y a Picasso, il y a plein de monde. Et en fait, Jeanne Hébuterne, elle est limite enterrée à la va-vite. Comme si sa vie n'avait rien signifié. Et j'ai vraiment aimé aussi au tout début, je ferme les spoilers, que en fait c'est une femme qui n'arrive pas à... qui s'est toujours sentie en décalage dans son corps, dans son art, dans sa famille, dans les injonctions sociales qui reposent sur une femme en ce temps-là, qui sont plus ou moins les mêmes qu'aujourd'hui, faut pas se leurrer. Mais quelque part, elle a été libérée en étant avec Amedeo Modigliani, mais c'était pour se trouver sous le joug de quelqu'un d'autre. Et c'est une très belle histoire, mais bon, du coup, c'est triste. Moi, j'avais les larmes aux yeux. Mais c'est vraiment une très belle histoire que je vous conseille. Je trouve que la narration, elle est top. Il y a beaucoup de lettres, beaucoup d'échanges de lettres entre Amedeo, Jeanne, André, le frère de Jeanne, des copains d'Amedeo Modigliani aussi. Des trucs qui sont intéressants aussi, c'est que la manière dont c'est narré, si vous voulez, les pensées ou même les dialogues, des fois, sont dans le corps du texte, enfin, dans la narration. Comme si c'était mélangé, mais parce que c'est mélangé dans l'esprit de Jeanne, quelque part. Et ça faisait, je trouve, vraiment une originalité au niveau de la narration qui était vraiment top. Donc vraiment, foncez, très très belle plume. C'est un livre qui est pas très gros. Il fait un petit 200 pages. Ça se lit très bien. La plume est très jolie. L'histoire est tragique. Vous allez sans doute aimer et détester autant Amedeo Modigliani et Jeanne aussi parce qu'elle reste avec lui. Et parce que ouais, c'est pas facile. Mais je pense que l'autrice s'est beaucoup documentée sur eux. Je pense qu'il y a des biographies sur Amedeo Modigliani, mais que Jeanne, en fait, elle est passée un peu à la trappe de l'histoire parce qu'elle est morte si tôt et puis que son art n'était pas reconnu et puis qu'elle n'avait pas une place folle non plus. Mais très belle histoire. Moi, je vous conseille vraiment cette lecture. Je vous laisse là et je reviendrai vous voir quand j'aurai lu la suite. Et donc, ce sera pour mercredi prochain parce que je suis trop en retard. Salut! Salut! À un moment, il faut être raisonnable. On est mercredi, jour de sortie de la vidéo. Normalement, il est quasiment 16h et j'ai pas ouvert ce livre. Enfin, j'ai dû lire 2 pages. Donc, je vais être raisonnable et repousser à plus tard mon retour de lecture sur Rien n'est noir de Claire Berest aux éditions du Livre de Poche. Plus tard aussi, La Muse ténébreuse de Charles Baudelaire, écrit par Raphaël Confiant chez Folio. Et plus tard aussi, La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier chez Folio. Parce que je me dis qu'en plus, regardez les trucs merveilleux, c'est que Frida Kahlo, ça peut ouvrir une petite série de vidéos sur des femmes artistes. Je trouve que c'est un truc intéressant. C'est une femme qui a une vie très intéressante. Je vous conseille très fort le film qui a été tourné, il me semble, réalisé par Salma Hayek, qui l'incarnait.
Frida Kahlo est vraiment, vraiment super intéressante parce que bah, déjà, elle a un destin qui n'est pas évident. C'est une femme qui était impliquée sur le plan politique. Et c'est... Je vous conseille d'aller voir le film de Salma Hayek si vous le trouvez. La jeune fille à la perle, ça peut ouvrir sur des livres qui ont été adaptés au cinéma ou à la télévision. Parce que, bon, je saurais sans doute pas s'il y a des adaptations radiophoniques, par exemple, ou au théâtre. Enfin, les pièces sont destinées à être jouées, mais donc, quand je parle d'adaptation, c'est plutôt ciné ou télé. Donc peut-être quelque chose de plus large, juste des films adaptés, enfin des livres adaptés, par exemple. Du coup, il faudra que je regarde le film. Et enfin, La Muse ténébreuse de Charles Baudelaire, ça peut ouvrir aussi sur les auteurs, des livres sur des auteurs ou sur des poètes. Donc je suis désolée, mais en fait, j'arrive vraiment pas à tout faire. Pourtant, c'est des livres qui sont pas très gros, hein. Il me semble qu'ils font tous moins de 300 pages à peu près. Ouais, 300 pages à peine. Bah, du coup, c'est soit je repousse d'une semaine en n'étant pas sûre d'avoir tout fini parce que là, je reprends mes prestations. Soit, bah, tant pis, on le fait autrement. Donc, je préfère le faire autrement, histoire que vous ayez une vidéo qui est quand même pas trop longue, mais une vidéo quand même. Et bah, quitte à inventer, à détourner un petit peu l'usage, entre guillemets, que je voulais faire de ces lectures dans un cadre précis, donc dans un autre cadre. Parce qu'au final, rien n'est figé, hein, après tout. Donc tout ça pour vous dire que les 2 premiers livres que je vous ai présentés, que j'ai déjà prêtés à ma belle-mère, j'ai vraiment aimé ces lectures. C'est des auteurs que je pense, si je retombe sur des livres de leur plume, je les lirai avec grand plaisir. Et je vais essayer de farfouiller un petit peu comme ça pour me faire des petites piles à lire comme ça quand je trouve des bouquins qui ont une thématique un peu commune ou qui me font penser à quelque chose. Donc voilà, je m'arrête là. À samedi pour ceux qui me suivent pour la prochaine lecture de nouvelles des aventures de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, et à dimanche pour les premiers chapitres de la 2e partie de Mansfield Park de Jane Austen, où j'espère que Fanny, là, va commencer à serrer très fort les poings et envoyer chier tout le monde, parce que la pauvre, à un moment, c'est juste pas possible de subir autant, d'être autant entourée par des cons qui s'expriment. Donc voilà. Non, mais c'est une lecture qui est sympa. Après, je trouve que la première partie était un petit peu longuette parce qu'elle a peu de répondants, et moi qui en ai plus, j'ai envie d'envoyer chez tout le monde dans ce livre-là. Enfin, les gens sont atrocement cons. Mais c'est souvent le cas dans les livres de Jane Austen. Ce sont des cons sociaux, des cons en bonne société. Je vous souhaite un très bon mercredi, passez une très belle journée, et à tout bientôt. Lisez tout plein et rêvez tout grand, comme d'habitude. Salut!